martiale qui est l'aliénation, qui est le colonialisme, qui est le suprémacisme, qui est la violence, hein, d'anéantissement ou d'esclavagisation, d'inféodation contrainte, qui est la véritable violence. Comme je disais dans les dernières vidéos, il y a une différence entre violence symbolique, figurative, et violence opérative, contrainte, réellement subie. Hein. La prédation, la prédativité, la différence entre spiritualité et sectarisme. Hein. D'ailleurs, on observe qu'on dit israélien, mais qu'il n'y a rien en fait de spirituellement référent à Ismaël et Israël, puisque il n'y a plus rien en fait d'un quelconque biblisme, des principes justement de philosophie du droit hérités des processus civilisationnels et du rôle des croyances et des cultes dans la constitution collective de celle-ci, puisque les 10 commandements sont la spiritualité judaïste. C'est le fondement éthique. Donc, si les 2 premiers commandements, tu honoreras le nom de ton Dieu et tu ne tueras point, ne sont pas respectés, dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'essayer de parler de judaïsme. C'est comme essayer de parler de chrétienté à un satanisme pédoprédateur, manipulatoire. Quelle différence entre un Mengele menant des expériences et des tortures sur des êtres humains à l'occasion de camps de concentration et une église satanique pédoprédative? Réponse, aucune. À part l'esthétique, enfin l'esthétique, c'est un bien grand mot, à part le symbolisme rituel, si vous voulez. Mais le processus d'emprise et d'aliénation d'autrui, philosophiquement, c'est la même chose. C'est de la sociopathie compulsionnellement prédative. C'est-à-dire que le problème de Mengele, c'est pas qu'il essaie de justifier l'horreur de ses expériences sur une nécessité civilisationnelle, c'est qu'il soit incapable de faire la différence entre un être vivant et un cadavre. C'est son protocole pseudo-scientifique de recherche fait volontairement abstraction de l'humanité du cobaye. Donc il y a aucune culture du droit d'acception en fait de la victime de la maltraitance. Et quand bien même elle le serait, il y a aucune autonomie de questionnement éthique en fait de la légitimation de la chose ou pas. En fait, c'est ça le problème réellement. Donc c'est de la prédation, de la déprédation même. Et donc encore une fois, on voit comment la précision étymologique sert le propos. Donc le problème de la culturation, c'est qu'elle passe par l'illusion de la nécessité de vulgarisation. Mais encore une fois, faut quand même remettre du Bourdieu dans ce qui est l'optionnalité de l'exercice commun du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le discours de la télégénisation de la société, c'est basé sur la création d'une légitimité de domination de certains chiffres. Les chiffres de médiamétrie, les boîtiers soi-disant de définition des audiences, etc., qui deviennent toute cette machine à calibrer l'écriture, la scénarisation fictionnelle, et donc toute l'organisation de l'appareil productif derrière, comme on peut le lire à l'occasion de Pascal Ferrand dans le Club des 13 ou autre. Hein. On voit comment ces certains chiffres clés-là ont capturé du point de vue du paradigme productique la question de la philosophie du droit. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je refais ces précisions. C'est que ces dissociations, par l'hypnose, sont entretenues. C'est-à-dire que, au moment où il y a ces sauts de conscience de philosophie du droit, de dotation du commun, de légitimité universaliste, à l'occasion donc de la Révolution française portée par l'encyclopédisme des Lumières et leur performativité opérative révolutionnaire, c'est que à l'époque, la tribune, le texte et la proclamation tribune est non pas une nécessité d'excellence, mais son fonctionnement même. Alors qu'aujourd'hui, parmi les multimodalités expressionnelles qu'on a, il y a ce confort de dissociation entretenu par l'impact qu'a ces technologies sur nos constitutions physiologiques. Et donc, c'est-à-dire que on a cet environnement technique qui favorise biologiquement, facultuellement, la qualité de nos expressions publiques et favorise
l'acculturation qui, instrumentalement, nous est destinée dans les enjeux de rivalité avec différentes puissances. Hein. Quand vous avez tout un système d'agenture, de tentative de capture des postes décisionnaires, de l'essence de la philosophie du droit pour essayer de le sanctifier dans le processus d'en faire des lois, hein, et que vous avez des gens qui essayent de proclamer le nom de la France et l'image internationale des Français par ce processus d'amalgame comme une inféodation éternelle à un pseudo-israélisme de négation des droits fondamentaux des Palestiniens dans un processus colonial suprémaciste expansionniste, vous avez ces tentatives d'acculturation, de capture de la philosophie du droit authentique de l'histoire des Français. Donc ces questions sont absolument, non pas fondamentales, mais constituantes. C'est là où j'ai encore un petit élément de langage à retourner à Bruno. Non, pas des lois fondamentales d'un conseil constitutionnel, justement, parce que le fondamentalisme fait partie du problème. Encore une fois, il y a un problème, par exemple, de fondamentalisme critique pseudo-historique vis-à-vis du nazisme et du fascisme en général. C'est que on ne questionne pas assez les occultismes par lesquels ils ont été constitués. Parce que on reproche aux fascistes ce qu'on reproche aux despotes tribaux, par exemple à Bokassa. Hein. C'est pas qu'une question du fascisme. Hein. On reproche la même chose aux Khmers rouges. On reproche la même chose à Mao. Hein. Non, c'est pas la question des signes du fascisme chez Retailleau. Non, c'est la question des indicateurs de tentatives de débordement des droits existentiels constitués, hein, sanctuarisés par l'humanisme de la Déclaration universaliste des droits de l'homme, puis du Conseil de sécurité du Concert des Nations de la Charte de l'ONU, par des autocratismes qui essayent de les faire percevoir dans l'opinion mondiale comme caduques. Donc c'est pas qu'une question du fascisme, c'est une question de capacité et de faculté analytique précise face au processus de démagogisation, de tentative d'acculturation chez nous, de ce qui est la culture commune, de la philosophie du droit, de la véritable histoire de notre civilisation française. Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je fais cette opportunité d'avoir une incapacitation réciproque critique, hein, dans le processus de raison critique. Ce qui prime, c'est la raison, l'affinage de ses facultés, hein, où je me permets du coup de questionner publiquement ton rapport, Bruno, au fait d'être un immigré italien, etc., banlieue prolétaire de Saint-Étienne, etc. Moi, je suis issu de milieu de classe sociale rurale, avec une culture de l'accueil résistante, mais pauvre aussi à l'origine. De plusieurs générations profondément françaises, qui a essuyé l'exode rural, la précarisation, le suprémacisme bruxellois, etc., etc. Donc, si tu veux, ces questions d'occupation oppressive socio-économique ne sont pas du tout étrangères à une très grande partie de la profonde histoire de France des campagnes, hein, depuis l'impérialisme romain, même si tu veux, et l'immigration en général. C'est encore une fois, c'est pas le genre le problème. Le problème, c'est le suprémacisme des argentiers. Hein. C'est même pas dans le fond des choses, c'est même pas une question de la lutte des classes. C'est une question des facultés de constitution des alternatives. C'est l'aboutissement de la capacité commune d'ensemble à faire autrement, en fait, en réalité. Donc c'est là où faut arrêter avec certaines approximations en fait étymologistes, hein, et faut plutôt à mon avis se focaliser sur l'affirmation des facultés vraiment de structurer l'autrement du commun, hein. Faut arrêter de remettre en cause ce déjà-là communaliste, hein, plus communaliste que communiste d'ailleurs, hein, parce que la France est profondément communaliste, hein, c'est de la France que viennent les révolutions communistes à la base, hein. C'est je veux dire, nous on a fait la commune de Paris et de Marseille avant la révolution mexicaine et bolchevique. Faut quand même savoir ce que c'est que l'histoire véritable de la France. Et
les traces archéologiques des vestiges kelto-gaulois dans leur continuité architecturale mégalithique, à codage architecturaux solaires mathématiques, hein, comme le démontre le travail de Howard Crowhurst, est déjà mondialisé. Donc il y a déjà eu des mondialités des civilisations avant le déluge. Donc on n'est pas en train de découvrir en tant qu'espèce ces processus physiques scientifiques-là. Le degré d'aboutissement physique mis en œuvre à Gizeh, à Chichen Itza, aux pyramides chinoises, etc., à tous ces vestiges mégalithiques, sont les preuves permanentes du fait que les degrés de sophistique atteints par notre espèce précédemment ont déjà été à un niveau plus avancé que celui auquel la brutalité du cosmos nous a ramenés. Donc c'est pour ça que la précision étymologique, plus qu'être une opportunité d'être sophistiqué actuellement en temps présent pour une performativité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que c'est la mémoire véritable. C'est la mémoire véritable. Et on voit comment aujourd'hui il y a un enjeu de rivalité entre ceux qui seront capables d'imposer le fait de se faire passer pour légitime pour l'organiser au commun déjà existant. C'est ça qui est décisif dans la modalité de comment on va le faire. C'est que aujourd'hui dans les suprémacismes, les discours des populationnismes s'arrogent le droit de dire qu'ils sont les véritables détenteurs des légitimités des populations à être parce que ayant été les véritables héréditaires de la révolution industrielle qui a permis ce boom démographique mondial. C'est une démagogie suprémaciste néo-malthusienne. C'est le problème du biais de raisonnement de ces gens-là en démontrant l'idéologisation et l'ensectarisme. Les populations n'ont pas été produites par la révolution industrielle. La preuve, c'est que les démographies sont les plus galopantes là où elle a le moins opéré, la révolution industrielle, puisque actuellement les plus hauts taux de natalité c'est en Afrique et en Inde. Donc preuve que non, la démographie mondiale, le boom démographique n'est pas lié à la révolution industrielle, non, puisque si c'était le cas, la colonisation aurait bénéficié à l'Afrique. Or, démographiquement, c'est absolument pas ça qui se passe. La natalité s'est effondrée dans les pays soi-disant occidentalisés. Donc, au contraire, la révolution industrielle est un effondrement nataliste. Au contraire. Donc, on voit bien que ce discours ne résiste pas une seconde à l'analyse véritable. Et que donc, il participe psychosystémiquement, justement, d'une surcompensation, en fait, rhétorique, à la réalité identitaire, ethnographique. Donc justement, il est un processus de dissociation et donc une formidable opportunité dans le commun d'identifier en fait les processus psychosystémiques à l'œuvre cachés et révélés par ces narratifs-là. Parce que justement, c'est la méthodologie analytique qui permet au commun d'être doté de véritables facultés d'appréciation de ce qui est et de ce qui est prétendu. Et c'est là où nous faisons réellement de la philosophie du droit. Car elle part du réel, et non pas du discours. Voilà pourquoi c'est plus qu'une question de luxe, de confort, la précision étymologique. C'est une véritable légitimité collective, c'est une véritable souveraineté collective dans la faculté de philosophie du droit, et non pas son application. C'est par la précision étymologique du constitué, du constituant, que nous luttons réellement ensemble. Voilà pourquoi il fallait que je le dise. Et bon, on va rester pour celle-là sur ces thématiques-là, et je vais en faire une deuxième tout de suite après. Comme j'avais annoncé sur Blue Sky, j'ai 2-3 trucs à répondre justement à Antoine de Planète B vis-à-vis de la façon dont il vient de prendre l'angle de Blade Runner, parce que justement vous allez voir que pour le côté anticipation des modernismes avec les questions de la cyborgisation, justement il y a une extension, il y a une continuité en fait de ce qui vient d'être évoqué dans le celle-ci du coup s'occupant plus du rapport au passé de la philosophie du droit, hein, pour empêcher sa démagogisation nécessaire à la déstabilisation néo-autoritariste.
Là, on va plutôt se pencher justement sur les enjeux de représentation de la critique de la modernité pour justement empêcher exactement le même processus dans l'autre sens. Et peut-être qu'ainsi, on va réellement réussir à éviter la tentative de prise de sandwich à la merde par la transtemporalité. Parce que je pense que c'est l'enjeu de l'époque. À tout de suite.